Mon frère m'a facturé 3500 € pour une croisière familiale, exigeant que je paie pour nos parents. Seul à mon anniversaire, j'ai répondu compte clôturé. Il a paniqué, révélant que cet argent était pour son loyer. Je l'ai simplement bloqué. J'étais assise dans le noir avec une seule bougie, réalisant que ma famille ne m'avait pas seulement oublié. Elle m'avait effacé. Mais quand la facture de leur croisière de luxe est arrivée quelques jours plus tard, je n'ai pas été en colère. J'ai simplement fermé la banque d'Élise pour toujours. C'est là que le silence devient plus assourdissant que les cris. Le glaçage à la vanille avait commencé à durcir. C'est ce détail qui m'a finalement brisé. J'étais assise sur le sol de mon appartement, le dos pressé contre le mur froid du salon, fixant une petite boîte en carton rose de la boulangerie du coin. À l'intérieur, 2 cupcakes gourmands, un au citron, un à la vanille. Je les avais achetés moi-même à 17h30, juste après avoir terminé ma journée de travail, disant au barista avec un sourire forcé et fragile qu'ils étaient pour une petite réunion. C'était le premier mensonge de la nuit. Il n'y avait pas de réunion. Il n'y avait que moi, le bourdonnement du réfrigérateur et les chiffres lumineux de l'horloge numérique du micro-ondes. 23h58. 2 minutes restantes. Mon téléphone gisait sur le sol à côté de ma cuisse. Son écran était éteint. Pendant les 16 dernières heures, je l'avais traité comme une bombe qui pourrait détonner à tout moment. Je l'avais vérifié obsessivement, vibrant presque d'un espoir pathétique et enfantin. Chaque fois qu'il vibrait avec un email de spam ou une notification d'une application d'actualité, mon cœur bondissait dans ma gorge, pour retomber dans mon estomac quand je voyais que ce n'était pas eux. Ce n'était pas maman. Ce n'était pas papa. Ce n'était pas mon frère. Je fêtais mes 30 ans. Ce n'était pas seulement un mardi. C'était un cap. C'était la décennie où j'étais censé avoir tout compris. Et techniquement, sur le papier, c'était le cas. J'étais une designer UX senior. Je gagnais un salaire à 6 chiffres. J'avais un bel appartement avec des murs de briques apparentes et une vue sur le panorama de la ville. J'avais un plan d'épargne retraite conséquent et un portefeuille diversifié. J'étais l'exemple de la réussite. Mais alors que l'horloge du micro-ondes affichait 23h59, je me sentais comme une coquille vide. J'ai tendu la main vers mon téléphone une dernière fois, l'ai déverrouillé et j'ai navigué sur Instagram. Je n'aurais pas dû le faire. Je savais que je n'aurais pas dû le faire, mais l'envie masochiste de connaître la vérité était plus forte que mon instinct de survie. En haut du fil d'actualité, il y avait une histoire postée il y a 3 heures. C'était une photo de mes parents, Guillaume et Valérie, assis à une table haute dans un bar sportif. Ils riaient, levant des chopes de bière. Et assis entre eux, l'air bronzé et détendu dans un polo ajusté, se trouvait Mathieu, mon frère aîné. La légende disait, ce n'est pas parce que c'est un mardi que nous ne pouvons pas célébrer. Soirée en famille avec le chouchou. Ma respiration s'est bloquée dans ma poitrine, un son aigu et rauque qui a résonné dans la pièce vide. Ils n'étaient pas occupés. Ils n'étaient pas à l'hôpital. Ils n'étaient pas endormis. Ils étaient sortis ensemble pour célébrer une soirée en famille le seul jour de l'année qui m'appartenait. J'ai fixé la photo jusqu'à ce que les lignes de leur visage souriant commencent à s'estomper. Valérie avait l'air si heureuse, ses yeux plissés de cette façon qui me faisait habituellement me sentir en sécurité et au chaud. Guillaume avait fièrement son bras autour des épaules de Mathieu. Ils formaient un tout, une forteresse, un ensemble complet. Il n'y avait aucun vide où j'aurais dû être. Il n'avait pas l'air de manquer quelqu'un. Le micro-ondes a émis un doux bip. Minuit. Mon anniversaire était terminé. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'étais trop déshydraté par l'anxiété de la journée pour produire des larmes. Au lieu de cela, une lourde et suffocante couverture de réalisation s'est posée sur moi. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient oublié. Les gens oublient des dates. Les gens sont occupés. S'ils étaient restés à la maison à regarder la télévision et s'étaient simplement trompés, j'aurais pu le pardonner. Mais ils n'avaient pas oublié de sortir. Ils n'avaient pas oublié de se célébrer mutuellement. Ils avaient activement choisi de passer mon anniversaire ensemble sans moi et de le publier. J'ai regardé le cupcake à la vanille durcie. Je l'ai pris, j'ai retiré la caissette en papier et j'ai pris une bouchée. Il avait le goût de sucre et de cendre. Je l'ai avalé, sentant racler ma gorge sèche, et j'ai remis l'emballage dans la boîte. J'avais 30 ans,
et je comprenais enfin mon rôle dans cette famille. Je n'étais pas un membre. J'étais une utilité. J'étais la personne que l'on appelait quand Internet ne fonctionnait pas, ou quand le loyer était en retard, ou quand on avait besoin d'un prêt qui ne serait jamais remboursé. Mais quand venait le moment de rire, quand venait le moment de lever un verre, je n'existais pas. La trahison était pire que la solitude, c'était la confirmation silencieuse que j'étais entièrement jetable. La semaine suivante s'est déroulée dans un voile de brouillard gris. Je suis allé travailler. J'ai participé à des réunions Zoom. J'ai déplacé des pixels sur un écran. J'ai hoché la tête quand mon manager m'a demandé si j'avais passé un bon week-end, marmonnant quelque chose à propos de rester discrète. Je me sentais comme si je me déplaçais dans l'eau, chaque membre lourd, mon cerveau engourdi. Physiquement, j'étais un désastre. Je ne dormais pas. Je me réveillais à 3 heures du matin, mon esprit s'emballant, rejouant des scènes de mon enfance, cherchant les indices que j'avais manifestement manqués. Avait-il toujours été aussi froid? Avais-je simplement acheté leur affection pendant si longtemps que je ne pouvais plus faire la différence entre l'amour et une transaction? J'ai cessé de les appeler. D'habitude, c'était moi qui prenais l'initiative du contact. J'appelais maman pendant sa pause déjeuner. J'envoyais à papa des articles sur les voitures anciennes qu'il aimait, je le savais. J'envoyais des mèmes à Mathieu. Mais pendant 7 jours, je suis restée silencieuse. Et pendant 7 jours, mon téléphone n'a pas sonné. C'était un test. J'ai réalisé un test qu'ils échouaient spectaculairement. Et ils ne savaient même pas qu'ils le passaient. Chaque heure de silence était une nouvelle brique dans le mur que je construisais lentement, inconsciemment, autour de moi. Puis vint le mardi, exactement une semaine après mon anniversaire. J'étais au milieu d'un sprint de conception, partageant mon écran avec 3 autres designers, quand ma notification e-message de bureau est apparue en haut à droite. C'était le chat de groupe du cercle familial. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. C'est ça. J'ai pensé qu'ils avaient réalisé, qu'ils avaient vu la date. Ils s'excusent. J'ai rapidement arrêté de partager mon écran, marmonnant une excuse à propos d'une notification sensible, et j'ai cliqué sur le message. Ce n'était pas des excuses. C'était un lien, spécifiquement un lien vers un itinéraire de croisière en Méditerranée occidentale de cette nuit proposé par une compagnie de croisière. Puis un message de Mathieu, boum. Regardez ça. Les dates de la croisière de retrouvailles familiales sont le mois prochain. J'ai déjà parlé à l'agent de voyage et nous pouvons obtenir les suites de luxe avec vue sur l'océan si nous réservons avant vendredi. Puis un message de Valérie, oh, regarde cette eau bleue. On dirait le paradis. Ton père et moi n'avons pas pris de vacances depuis des années. Guillaume a ajouté, ça a l'air cher, mais ça en vaut la peine pour les souvenirs. J'ai fixé l'écran, les mains tremblantes. J'ai fait défiler. Le dernier message dans le chat daté d'il y a 2 semaines, lorsque j'avais envoyé une photo d'une nouvelle plante que j'avais achetée. Personne n'y avait réagi. Et maintenant ça. Puis vint le coup de grâce, le message qui me fit monter la bile à la gorge. Mathieu, alors, voici la répartition. C'est environ 3500 € par personne si nous voulons le forfait boisson et les excursions, ce que nous voulons évidemment. Élise, j'ai pensé que tu prenais en charge maman et papa, n'est-ce pas? Puisque tu es la grande dame avec le poste en entreprise maintenant, je couvrirai mon propre billet, mais les choses sont un peu serrées avec le lancement de mon entreprise. Alors, si tu pouvais avancer la compte pour tout le monde, je te rembourserai ma part quand mon événement de liquidité arrivera au T3. Je l'ai lu 3 fois. Tu prends en charge maman et papa, n'est-ce pas? Pas joyeux anniversaire en retard, pas comment vas-tu, pas tu nous manques, juste une facture. Je me suis levé de mon bureau et j'ai marché jusqu'à la salle de bain. J'ai fermé la porte à clé, me suis agenouillé devant les toilettes et j'ai eu des hauts le cœur. Mon corps rejetait physiquement l'audace de tout cela. C'était une réaction viscérale au fait d'être utilisé. Il voulait que je dépense 10 500 €, plus la compte de Mathieu, que je savais par expérience ne jamais revoir. Cela faisait près de 14 000 €. Il voulait des vacances gratuites. Il voulait le luxe, les vues sur l'océan, les boissons à volonté, et il voulait que la fille invisible paie la facture. Je me suis lavé le visage avec de l'eau glacée, fixant mon reflet. J'avais l'air pâle, des cernes sous les yeux, mais quelque chose changeait derrière mon regard. La tristesse s'évaporait,
consumé par une flambée de rage ardente. Je suis retourné à mon bureau. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé les messages en suspens. Valérie a ajouté, « Élise, as-tu vu le lien? Ça a l'air parfait. Nous avons vraiment besoin de cette pause, ma chérie. » Le dos de papa lui fait des siennes. La manipulation était si maladroite. Si transparente. Utiliser la santé de mon père, qui était assez bonne pour des bières dans un bar sportif il y a une semaine, pour me culpabiliser et me pousser à dépenser des milliers d'euros. J'ai regardé mon application bancaire. J'avais l'argent. J'avais économisé agressivement pour un apport pour une maison, un rêve que je nourrissais depuis 5 ans. Il savait que j'avais des économies. Il ne savait pas combien, mais il savait que j'étais à l'aise financièrement. Il me traitait comme un coffre-fort, supposant que la combinaison ne changerait jamais, mais ils avaient oublié une chose cruciale. C'était moi qui détenais les clés. Pour comprendre pourquoi ce message texte m'a semblé un coup de poignard dans le dos, il faut comprendre l'histoire de la banque d'Élise. Cela a commencé quand j'avais 22 ans, juste après l'université. J'ai décroché mon premier poste de designer junior. Le salaire n'était pas incroyable, mais c'était stable. Le même mois, Guillaume a pris sa retraite anticipée. Ce n'était pas une retraite planifiée. Il a simplement quitté son emploi à l'usine parce qu'il n'aimait pas la nouvelle direction. Valérie m'a appelé en pleurant. Ils étaient à court d'argent pour le prêt immobilier. Juste cette fois, a-t-elle dit. Juste jusqu'à ce que la pension arrive. J'ai payé 1200 €. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant 3 semaines pour compenser. Puis ce fut le chauffe-eau. Puis l'assurance automobile. Puis les soins dentaires. Au cours des 8 dernières années, ce juste cette fois est devenu un abonnement mensuel à leur style de vie. J'avais remboursé leur carte de crédit 2 fois. Je leur avais acheté un nouveau système de chauffage, ventilation et climatisation. J'avais essentiellement subventionné toute leur existence pour qu'ils n'aient pas à réduire leur niveau de vie. Et puis il y avait Mathieu. Mathieu, mon frère, avait 34 ans. Il était charmant, beau et complètement inutile. Il n'avait jamais occupé un emploi traditionnel plus de 6 mois. C'était un entrepreneur. D'abord, une entreprise de dropshipping. Je lui ai prêté 2000 € pour les stocks. Les stocks ne se sont jamais matérialisés, mais il a eu un nouvel ordinateur de jeu. Puis ce fut un système d'investissement en crypto-monnaie. J'ai refusé de lui donner de l'argent pour celui-là, et Valérie ne m'a pas parlé pendant un mois, me disant que j'étouffais son potentiel et que je devais soutenir les rêves de mon frère. Actuellement, Mathieu était un coach de vie aspirant. Il publiait des citations inspirantes sur Instagram et affirmait qu'il construisait une clientèle haut de gamme. En réalité, il vivait dans le sous-sol aménagé de la maison de mes parents, un sous-sol que j'avais payé pour faire rénover il y a 3 ans afin qu'il puisse avoir son propre espace. Mathieu était l'antagoniste de ma vie, mais un antagoniste subtil. Il ne me frappait pas, il me vidait. C'était un vampire avec un sourire. Il savait exactement comment manipuler nos parents. C'était lui qui était physiquement présent, celui qui regardait des matchs de football avec papa et faisait du shopping avec maman. Il leur donnait son temps, qu'il valorisait plus que mon argent, même si mon argent était la seule raison pour laquelle ils avaient la liberté de profiter de ce temps. Il contrôlait le récit. Pour eux, Mathieu était le génie en difficulté qui n'avait juste besoin que d'un coup de pouce. J'étais la froide machine corporative qui jetait de l'argent sur les problèmes mais n'était pas chaleureuse comme lui. J'ai regardé le chat de groupe. La demande de Mathieu de 3500 € n'était pas seulement de la cupidité. C'était une démonstration de pouvoir. Il voulait être le héros qui organisait les retrouvailles familiales, celui qui rassemblait tout le monde pour une magnifique croisière en Méditerranée. Mais il voulait que je paie pour sa gloire. Il voulait le crédit sans le coup. J'entendais sa voix dans ma tête, ce ton doux et dédaigneux qu'il utilisait toujours quand je lui demandais un remboursement. Allez, et ne sois pas une comptable. Nous sommes la famille. L'argent n'est qu'énergie. Ça va et ça vient. Ça venait de moi et allait vers lui. C'était la seule direction que cela prenait. J'ai pensé à la dernière fois que je les avais vus, il y a 2 mois, lors d'un grand repas de famille. J'avais conduit 4 heures pour y arriver. J'avais apporté 3 tartes et une caisse de vin coûteux. Mathieu était arrivé 20 minutes en retard, les mains vides,
portant un sweat à capuche à 200 € que je savais qu'il ne pouvait pas se permettre. Quand nous nous sommes assis pour le dîner, Valérie avait porté un toast. À Mathieu, avait-elle dit, rayonnante, pour avoir enfin lancé son site web. Nous sommes si fiers de ta vision. Personne n'a porté un toast à ma promotion au poste de chef de projet senior. Personne n'a posé de questions sur le projet que je venais de livrer à 2 millions d'utilisateurs. J'étais assise là, mangeant de la dinde sèche, réalisant que j'étais juste l'investisseur silencieux du spectacle de Mathieu. Et maintenant, l'investisseur fermait le fond. J'ai regardé le message à nouveau. Tu paies pour maman et papa, n'est-ce pas? L'arrogance dégoulinait de l'écran. Ce n'était pas une question. C'était une instruction. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois de ma vie, la peur de les perdre ne l'emportait pas sur la douleur de les garder. Le lien qui avait cédé le jour de mon anniversaire se retournait maintenant pour les frapper. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas expliquer que c'était mon anniversaire la semaine dernière. Je n'allais pas supplier pour des excuses qu'ils n'étaient pas capables de donner. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus permanent. Je n'ai pas répondu immédiatement au chat de groupe. Mon pouce planait au-dessus du clavier, tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une clarté soudaine et accablante. L'ancienne Élise aurait tapé une douce excuse. L'ancienne Élise aurait dit, je ne peux pas me permettre tout ça pour l'instant, mais peut-être que je peux aider avec la compte. L'ancienne Élise se serait excusée d'exister, mais l'ancienne Élise est morte au moment où elle a mangé un cupcake rassis seule dans le noir pendant que sa famille portait un toast à son absence avec son propre argent. J'ai posé le téléphone sur mon bureau, écran vers le bas. Je devais voir les dégâts. Je devais savoir exactement à quoi j'avais affaire avant d'agir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte bancaire d'urgence familiale que j'avais créé il y a 5 ans. C'était un compte courant joint que je partageais avec mon père, Guillaume. L'accord était simple. Je déposais 500 € par mois pour les vraies urgences, franchise médicale, un pneu crevé, une réparation de maison soudaine. Ils étaient censés demander avant de l'utiliser, mais avec le temps, ils avaient cessé de demander, et j'avais cessé de vérifier les relevés, faisant aveuglément confiance qu'ils n'abuseraient pas du filet de sécurité que je leur fournissais. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Le solde, qui aurait dû être d'environ 6 000 € basé sur mes dépôts automatiques, était de 42,18 €. J'ai senti une vague de froid se répandre de ma nuque à mes joues. J'ai cliqué pour afficher l'activité des 90 derniers jours. 14 janvier, Paris en ligne, 200 €. 16 janvier, magasin d'alcool, 85,50 €. 20 janvier, retrait au distributeur d'un casino, 400 €. 22 janvier, magasin de jeux vidéo, 65 €. 24 janvier, lavage auto de luxe, 150 €. Mon père ne jouait pas. Mon père ne jouait pas aux jeux vidéo et mon père conduisait une vieille Ford de 2014 qu'il lavait dans l'allée avec un tuyau. Mathieu. J'ai fait défiler plus loin. C'était une hémorragie. Station-service, collation, magasin de vapotage, abonnement en ligne à des chaînes sportives premium. C'était un flux constant de mon argent durement gagné qui allait directement dans les poches de Mathieu, déguisé en dépenses familiales. Mes parents lui avaient donné la carte de débit. Ils avaient remis les clés du coffre-fort à la personne même dont j'essayais de les protéger. Puis je l'ai vu, la transaction qui a fait tourner la pièce. Mardi 23 janvier. La taverne du Vieux-Port, 184,50 €. La date de mon anniversaire. J'ai cliqué sur les détails de la transaction. L'horodatage était 20h42. Il n'était pas seulement sorti sans moi. Il n'avait pas seulement ignoré mon existence. J'avais payé pour la célébration. J'avais payé la bière qu'il buvait. J'avais payé les ailes de poulet qu'il mangeait. J'avais payé le repas même où ils avaient pris cette photo, souriant et riant de leur soirée en famille. Pendant que j'étais assis seul, me demandant ce qui n'allait pas chez moi, un son s'est échappé de ma gorge. Un rire dur, saccadé, qui ressemblait à du verre brisé. C'était absurde. C'était presque impressionnant dans sa cruauté. Ils ont utilisé la fille qu'ils ignoraient pour financer la célébration du fils qui ne contribuait à rien. J'ai ouvert un nouvel onglet. Je me suis connecté au portail de la carte de crédit pour la carte d'utilisateur autorisée que j'avais donnée à ma mère Valérie pour les courses uniquement.
Une retenue de 500 € pour une croisière était en attente. Ils n'avaient pas attendu ma réponse. Ils avaient déjà essayé de réserver la croisière en utilisant la carte d'urgence. C'était seulement en attente parce que cela avait déclenché une alerte de fraude que je n'avais pas encore vue dans mon dossier de spam. Je n'étais pas une fille pour eux. Je n'étais pas une personne. J'étais une ressource. J'étais une ligne de crédit ambulante et parlante avec un cœur qui bat. Et comme toute ressource surexploitée, j'étais épuisé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis passé en mode designer UX senior. J'ai abordé cela comme une architecture système défaillante qui devait être démantelée. Première étape, la capture d'écran. J'ai pris une capture d'écran de la transaction de la taverne du Vieux-Port. J'ai entouré la date et le montant en rouge vif. Deuxième étape, l'arrêt. J'ai appelé la banque. J'ai navigué dans le menu automatisé avec une précision robotique jusqu'à ce que j'obtienne un représentant humain. Je dois fermer un compte joint immédiatement en raison d'une utilisation non autorisée, ai-je dit à l'opérateur, ma voix calme et neutre. Certainement, madame, nous pouvons le geler. Non, le fermer. Transférer les 42,18 € restants sur mon compte d'épargne personnelle et le clôturer complètement. Annuler toutes les cartes de débit associées. Ensuite, la carte de crédit. J'ai déclaré la carte se terminant par 4598, la carte de ma mère, comme perdue, volée, et j'ai demandé que le compte soit résilié, non réémis. Ensuite, le forfait téléphonique. Je me suis connecté à mon opérateur téléphonique. Il y avait 4 lignes. J'en ai sélectionné 3, celle de Guillaume, Valérie, Mathieu, et j'ai cliqué sur suspendre le service. Puis j'ai initié une demande de transfert de responsabilité à l'adresse email de mon père. Ils avaient 24 heures pour assumer les paiements ou les lignes seraient déconnectées définitivement. Enfin, les services de streaming, Netflix, Prime Video, Spotify, forfait familial, changement de mot de passe, changement de mot de passe, changement de mot de passe, déconnexion de tous les appareils. Il m'a fallu 45 minutes pour démanteler l'infrastructure financière qui les avait soutenus pendant une décennie. Quand j'ai eu fini, je me suis senti plus légère, comme si j'avais physiquement perdu 50 kg de poids mort. J'ai pris mon téléphone. Le chat de groupe était toujours en attente. Mathieu, allô, Élise. Ne nous laisse pas en suspens. L'offre expire bientôt. J'ai ouvert la galerie d'images. J'ai sélectionné la capture d'écran de l'addition du bar de mon anniversaire. J'ai tapé 2 mots, compte clôturé. J'ai envoyé. Puis, avant même que les accusés de lecture n'apparaissent, je suis allé dans les paramètres du groupe. Bloquer le contact Mathieu. Bloquer le contact maman. Bloquer le contact papa. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai été sur les réseaux sociaux. Facebook bloqué. Instagram bloqué. J'ai verrouillé ma porte d'entrée, activé le pen dormant, et pour la première fois de la semaine, j'ai expiré. Le silence a duré exactement 12 minutes. C'est le temps qu'il leur a fallu pour réaliser que compte clôturé n'était pas une métaphore. Mon téléphone, malgré les blocages, a commencé à afficher des notifications d'appels bloqués dans la boîte vocale. D'abord 1, puis 3, puis 10. Le volume d'appels était stupéfiant. En 12 minutes, ils avaient essayé de me contacter plus de fois que pendant toute l'année précédente. Mais j'avais oublié une faille. L'email. Ma boîte de réception a sonné. C'était Valérie. Objet, urgence. Les cartes ne fonctionnent pas. Élise, ma chérie, quelque chose ne va pas. J'ai essayé d'acheter de l'essence et la carte a été refusée. Ton père est à la pharmacie et sa carte ne fonctionne pas non plus. Nous essayons de t'appeler, mais ça va directement sur la boîte vocale. S'il te plaît, rappelle-nous immédiatement. Papa a besoin de ses médicaments pour la tension. J'ai fixé l'écran. La manipulation était instantanée. Papa a besoin de ses médicaments. Pa, pourquoi as-tu envoyé cette capture d'écran? Pa, nous sommes désolés, mais un virage immédiat vers une crise de vie ou de mort pour me forcer la main. Je savais pertinemment que la pharmacie qu'ils utilisaient avait une option de paiement différé pour les seniors et que le coût n'était que de 15 €. Guillaume avait 40 € en espèces dans son portefeuille en permanence. C'était une de ses particularités. Il pouvait payer.
C'était un test de conformité. Je n'ai pas répondu. 20 minutes plus tard, un email de Mathieu. Objet, WTF. Tu agis comme une enfant. Tu nous bloques. Vraiment? Parce que nous avons demandé des vacances? Maman pleure dans la cuisine. Tu dois grandir et nous parler. Aussi, cette addition de bar n'était pas ce que tu penses. Je les ai invités pour ton anniversaire parce que tu n'étais pas là. Je faisais une bonne action. Débloque-moi. Le déni était époustouflant. Je les ai invités pour ton anniversaire. Comme si utiliser mon argent pour leur acheter de la bière pendant que j'étais assise seule était un acte de charité envers moi. J'ai réalisé alors que le silence ne suffisait pas. Il créait un récit où j'étais la méchante, la fille instable et cruelle punissant ses parents âgés. Si je restais silencieuse, Mathieu arrangerait ça jusqu'à ce que j'aie l'air d'un monstre. Je devais laisser une trace. J'ai ouvert un nouveau brouillon de mail. Je l'ai adressé à tous les trois. A. Guillaume, Valérie, Mathieu. Objet, clarification de la résiliation financière. Je vous écris ceci pour m'assurer qu'il n'y a aucune confusion concernant mon message précédent. Avec effet immédiat, j'ai clôturé le compte courant juin se terminant par 88,90. J'ai annulé la carte de crédit se terminant par 4598. J'ai suspendu vos lignes téléphoniques et vous ai retiré de tous les abonnements numériques partagés. Concernant l'affirmation de Mathieu selon laquelle il vous aurait invité pour mon anniversaire, le relevé de transaction montre que la carte 88,90, financée exclusivement par mes dépôts de salaire, a payé l'addition. J'ai payé 184,50 € pour être exclu de mon propre 30e anniversaire. Ce sera la dernière dépense que je couvrirai pour cette famille. Ne venez pas à mon appartement. N'appelez pas mon travail. Si vous tentez de me contacter, je considérerai cela comme du harcèlement. Vous avez dépendu de mon soutien financier pendant 8 ans. À partir d'aujourd'hui, vous êtes livré à vous-même. Élise. J'ai cliqué sur envoyer. Je me suis assise, mon cœur battant à un rythme effréné contre mes côtes. C'était dangereux. Dire non à des gens habitués à entendre oui est un acte révolutionnaire. Et les révolutions sont toujours chaotiques. Le contre-coup a été immédiat et nucléaire. Mon email professionnel, qu'il n'aurait pas dû utiliser, a sonné. 2. Mathieu. A. Élise, CC, mon patron, email public. Objet, affaire familiale urgente. Élise, s'il te plaît, appelle à la maison. Maman s'inquiète pour ton état mental. Tu agis de manière erratique et nous craignons que tu ne fasses une dépression. Nous voulons juste aider. Il avait mis mon patron en copie. Mon sang s'est glacé. C'était la guerre. Mathieu savait exactement ce qu'il faisait. Il essayait de me discréditer professionnellement. Si j'étais instable, alors ma rupture n'était pas une décision rationnelle. C'était un symptôme de maladie mentale. C'était une stratégie pour saper mon autonomie afin qu'il puisse intervenir et gérer mes biens à nouveau. Je suis entré dans ma cuisine et j'ai versé un verre d'eau, mes mains tremblant de manière incontrôlable. Maintenant, je devais prendre les devants. J'ai transféré l'email de Mathieu à mon responsable RH personnel avec une brève note professionnelle. Veuillez noter que je traverse actuellement une séparation familiale difficile. Mon frère tente d'utiliser mon lieu de travail comme moyen de harcèlement. Je suis en sécurité et en bonne santé, mais veuillez ignorer toute communication ultérieure de sa part. Puis, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années auparavant. J'ai ouvert le dossier sur mon disque dur intitulé Scan. J'ai commencé à organiser les preuves, les relevés bancaires, les messages textes demandant de l'argent, les promesses de remboursement qui ne se sont jamais concrétisées. J'ai construit une chronologie. 2019, près de 4500 € pour la réparation de la voiture de Mathieu, jamais remboursée. 2020, 2000 € pour les soins dentaires de maman. Maman a admis plus tard que c'était pour le loyer de Mathieu. 2022, 8000 € pour la réparation du toit. Le toit n'a jamais été réparé. J'ai tout additionné. Sur 8 ans, je leur avais donné 64 300 €. Ce n'était pas du soutien. C'était un salaire. J'avais employé ma famille pour qu'elle m'aime, et ils avaient démissionné en silence il y a des années. Le soleil commença à se coucher, projetant de longues ombres dans mon salon.
Je n'ai pas allumé les lumières. Je me sentais comme un soldat dans un bunker, attendant le début des bombardements. Et puis les menaces ont changé. Un SMS d'un numéro inconnu, probablement une application éphémère que Mathieu utilisait. Tu penses pouvoir nous couper les ponts comme ça? Tu penses être meilleur que nous? Regarde ce qui se passe quand les gens découvriront qui tu es vraiment. Tu laisses tes parents pourrir. Égoïste. Je n'ai pas répondu. J'en ai fait une capture d'écran. Je l'ai ajouté au dossier. Je construisais une forteresse de faits. Ils avaient des histoires. Ils avaient des larmes. Ils avaient la culpabilité. Mais j'avais des preuves. Et au final, les preuves sont les seules choses qui tiennent devant un tribunal. Les 48 heures suivantes furent une masterclass en guerre psychologique. Mathieu a lancé une campagne de dénigrement sur Facebook. Il ne m'a pas nommé directement. Il était trop intelligent pour ça. Mais les publications étaient publiques et conçues pour infliger un maximum de dégâts. C'est déchirant quand l'argent change les gens. Vous sacrifiez tout pour élever un enfant, le soutenir, l'encourager, et dès qu'il goûte un peu au succès en entreprise, il tourne le dos à sa famille. Serrez fort vos proches ce soir. Nous sommes dévastés. Les commentaires étaient inondés de sympathie de la part de membres de la famille élargie que je n'avais pas vus depuis des années. Tante Carole, tellement désolée d'entendre ça, Valérie. Je prie pour vous. Cousin Marc, certaines personnes oublient d'où elles viennent. J'ai fait défiler les commentaires avec un étrange détachement. Il parlait d'un personnage de fiction. Il parlait d'une fille cupide et sans cœur qui abandonnait ses saints parents. Il ne connaissait pas les 64 000 euros. Il ne connaissait pas l'anniversaire passé seul. Il ne connaissait pas la facture de la croisière. Je voulais répondre. Je voulais poster les captures d'écran dans les commentaires et réduire leur récit en cendres. Mais je savais qu'intervenir ne ferait qu'attiser le feu. Le silence était ma plus forte arme, même si cela faisait mal de la manier. Je suis resté à l'intérieur. J'ai fait livrer mes courses. J'ai travaillé de chez moi, en gardant mon statut Slack en mode ne pas déranger. Le jeudi après-midi, 2 jours après le message compte clôturé, l'escalade a atteint son paroxysme. J'étais au milieu d'une révision de code quand un lourd et autoritaire coup a retenti à ma porte d'entrée. Toc, toc, toc. Ce n'était pas le livreur. Ce n'était pas un voisin. C'était le coup de l'autorité. L'estomac me noie. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. 2 policiers en uniforme se tenaient dans le couloir. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau en cage. Ils l'avaient vraiment fait. J'ai pensé qu'ils avaient appelé la police. J'ai pris une profonde inspiration, lissé mon pull et déverrouillé le pen dormant. J'ai ouvert la porte juste assez pour être poli mais ferme. Bonjour, messieurs les agents, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Puis-je vous aider? L'agent le plus âgé, un homme à la moustache grisonnante, a regardé son bloc-notes. Êtes-vous Élise? Nous avons reçu un appel demandant une vérification de bien-être à cette adresse. Je suis Élise, ai-je dit. Je vais bien. Qui a appelé? L'appel est venu d'un monsieur Mathieu nom de famille et d'une madame Valérie nom de famille, a dit l'agent, jetant un coup d'œil derrière moi dans l'appartement. Ils ont déclaré que vous faisiez des menaces d'automutilation et envoyiez des messages erratiques, incohérents. Ils sont très préoccupés par votre stabilité mentale. La rage a flamboyé, ardente et vive, mais je l'ai éteinte instantanément avec une logique glaciale. Si je me mettais en colère, si je criais, si je pleurais, je prouverais que Mathieu avait raison. Je devais être la personne la plus sereine qu'ils aient jamais rencontrée. Je vois, ai-je dit, reculant et ouvrant la porte plus grand. Messieurs les agents, s'il vous plaît, entrez. Je m'excuse que ma famille vous ait fait perdre votre temps. Ils sont entrés dans mon appartement. Il était impeccable. Mon poste de travail était installé. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun désordre chaotique, aucune preuve d'une dépression. Je suis en plein milieu d'une journée de travail, ai-je expliqué calmement. Je suis designer UX senior. Je suis actuellement en parfaite santé. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable. La réalité, messieurs les agents, est qu'il y a 2 jours, j'ai cessé de payer les factures de mon frère adulte. J'ai coupé leur accès financier après des années d'abus.
Cette vérification de bien-être ne concerne pas ma sécurité. C'est une tactique de représailles pour m'intimider afin que je rouvre mon portefeuille. J'ai pris le dossier de capture d'écran imprimé que j'avais préparé, presque comme si j'avais su que ce moment viendrait. Voici, ai-je dit, tendant le dossier à l'agent le plus âgé. C'est l'email que je leur ai envoyé expliquant calmement la coupure financière. Ce sont les SMS menaçants que mon frère m'a envoyés hier. Et voici l'email qu'il a envoyé à mon patron pour essayer de me faire virer. L'agent a feuilleté les pages. Ses sourcils se sont levés. Il a montré la capture d'écran du SMS à son partenaire. Il a dit que vous envoyiez du charabia, a noté le partenaire. Ça ressemble à un relevé bancaire. Exactement, ai-je dit. Ils assimilent mon refus à de la folie. L'agent le plus âgé a fermé le dossier et me l'a rendu. Son attitude s'est adoucie instantanément. Il avait l'air fatigué. Il avait probablement vu cette dynamique une centaine de fois auparavant. L'inquiétude instrumentalisée par des proches manipulateurs. « Je suis désolé de vous déranger, madame », a-t-il dit, son ton respectueux. « Vous ne semblez pas en détresse. Nous devons donner suite à ces appels, mais il est clair que c'est une affaire civile. »« Je comprends », ai-je dit. « Puis-je vous demander de faire une chose pour moi ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Veuillez documenter dans votre rapport que je suis lucide, en sécurité et employé. Et veuillez informer les appelants que s'ils envoient à nouveau la police chez moi, je déposerai plainte pour fausse déclaration à la police et harcèlement. » L'agent a hoché la tête d'un air sombre. « Nous leur ferons certainement savoir. Bonne journée, Élise. » Ils sont partis. J'ai fermé la porte à clé. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. Ils avaient essayé de m'humilier. Ils avaient essayé de me faire traîner hors de ma propre maison devant mes voisins. Ils voulaient tellement me briser qu'ils étaient prêts à impliquer la loi. Mais ils avaient mal calculé. Ils pensaient que la police verrait une fille hystérique et célibataire. Au lieu de cela, la police a vu une professionnelle poser avec des preuves écrites. Je n'avais plus peur. La peur s'était évaporée, remplacée par un sens cristallin du but. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la ville. J'étais seul. Mon téléphone était silencieux. Ma famille me haïssait. Et pour la première fois en 30 ans, debout dans cette pièce calme, j'ai ressenti un sentiment de paix profond et accablant. La visite de la police avait été le coup de semonce, l'embuscade est arrivée 3 jours plus tard. C'était un samedi matin. J'avais décidé de m'aventurer dehors pour la première fois depuis la vérification de bien-être. J'avais besoin de café, d'air frais et de la simple assurance que j'existais toujours dans le monde physique en dehors des murs de mon appartement. Je me suis habillé avec soin, gants, blazer, lunettes de soleil, armure. Mon immeuble avait un grand hall d'entrée vitré avec un comptoir de conciergerie et un coin salon pour les invités. D'habitude, c'était un espace de transition calme où les gens hochaient poliment la tête et continuaient leur chemin. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient au rez-de-chaussée, j'ai entendu la voix. Ce n'était pas un cri, c'était pire. C'était une supplication théâtrale et sanglotante, nous voulons juste la voir. Elle ne va pas bien. Vous devez nous laisser monter. C'est une urgence médicale. Mon estomac a chuté. Je suis sorti de l'ascenseur et je les ai vus. Mathieu se tenait au comptoir de la conciergerie, penché sur le guichet, gesticulant agressivement devant le gardien de sécurité terrifié du week-end, un jeune homme nommé Kevin. Valérie était assise sur l'un des canapés en velours, le visage enfoui dans un mouchoir, pleurant audiblement. Guillaume se tenait maladroitement à côté d'elle, regardant le sol, sa posture affaissée par la défaite. Ils avaient mis en scène un spectacle. Ils jouaient le rôle de la famille désespérée et aimante essayant de sauver leur fille mentalement malade d'elle-même. J'aurais pu faire demi-tour. J'aurais pu appuyer sur le bouton du 14e étage et me cacher dans ma forteresse. Mais quelque chose en moi, cette même clarté froide et dure qui m'avait aidé à fermer les comptes bancaires, s'est mise en place. J'avais fini de fuir. J'ai traversé le sol de marbre, mes talons claquant fortement. Le son a traversé le hall comme un coup de marignage. « Kevin », ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la pièce. « Vous n'avez pas besoin de les laisser monter. Je suis juste ici. » Le tableau s'est figé. La tête de Valérie s'est levée brusquement. Mathieu s'est retourné, son visage passant instantanément de frère inquiet à brute arrogante.
Élise, a crié Mathieu, marchant vers moi les bras ouverts comme s'il allait me prendre dans ses bras. Dieu merci. Nous étions si inquiets. Regarde-toi. Tu as l'air horrible. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. J'ai levé une main, paume ouverte. Arrête. Ne t'approche pas. Il a arrêté de cligner des yeux. Élise, arrête le cinéma. Nous sommes là pour t'aider. Maman est une épave. Nous allons te ramener à la maison, t'aider et régler ce désordre. Il n'y a pas de désordre, Mathieu, ai-je dit assez fort pour que les deux voisins attendant leur VTC entendent. Il y a juste un compte bancaire clôturé. Valérie s'est levée, le visage taché. Élise, s'il te plaît, a-t-elle gémi, marchant vers moi. Pourquoi nous fais-tu ça? Pourquoi nous punis-tu? Nous t'aimons. Nous voulons juste être une famille à nouveau. Vous voulez une croisière en famille, maman, ai-je dit, ma voix tremblante légèrement mais gagnant en force. Vous ne me voulez pas. Vous voulez le porte-monnaie. C'est un mensonge, a claqué Mathieu, son visage se tordant. C'est exactement ce que nous avons dit à la police. Tu es paranoïaque. Tu penses que tout le monde t'utilise. Tu es malade, Élise. Il a regardé autour du hall, jouant pour l'audience. Elle fait une dépression, a-t-il dit au voisin près de la porte. Elle est délirante. Je le suis. J'ai fouillé dans mon sac. Je n'ai pas sorti une arme. J'ai sorti le dossier. Le même dossier que j'avais montré à la police, mais mis à jour. Kevin, ai-je dit au gardien, s'il vous plaît, appelez à nouveau la ligne non-urgence de la police. Dites-leur que les personnes qui ont déposé le faux rapport jeudi sont maintenant en train de pénétrer illégalement. Tu ne ferais pas ça, a dit Guillaume, parlant pour la première fois. Sa voix était faible. Élise, nous sommes tes parents. Alors commencez à agir comme tel, ai-je crié. Le son a déchiré ma gorge, brut et angoissant. La maîtrise s'est fissurée juste une seconde, révélant les 30 ans de douleur en dessous. Les parents n'oublient pas le 30e anniversaire de leur enfant pour aller boire avec leur frère. Les parents ne facturent pas à leur fille 14 000 € pour des vacances auxquelles elle n'a pas été invitée. Le hall est devenu silencieux. Les voisins ont arrêté de regarder leur téléphone. Je me suis tourné vers Valérie. Tu veux savoir pourquoi je suis paranoïaque? Tiens. J'ai jeté les papiers sur la petite table basse entre nous. Ils se sont éparpillés. Des relevés bancaires surlignés en jaune fluo. 23 janvier. J'ai pointé mon doigt, tremblant. Mon anniversaire. Vous avez dépensé 184,50 € à la taverne du Vieux-Port. Vous avez posté une photo de votre soirée en famille. Et vous avez payé avec ma carte de débit, la carte que je vous ai donnée pour les courses. Vous avez acheté la bière de Mathieu avec l'argent pour lequel j'ai travaillé pendant que j'étais assise seule dans mon appartement. Valérie a regardé le papier. Elle a vu la date. Elle a vu le montant. Elle a vu la signature sur le reçu. Mathieu, il nous a dit, a murmuré Valérie, levant les yeux vers Mathieu. Il nous a dit qu'il avait payé. Il a dit qu'il avait eu un bon mois avec ses clients. Il n'a pas de clients, maman, ai-je crié. Il m'a moi. Je suis la cliente. Je paie son loyer, son assurance automobile, ses frais professionnels depuis 8 ans. J'ai payé le toit. J'ai payé le chauffe-eau. Et la seconde où j'ai arrêté, la seconde où j'ai coupé le robinet, il a appelé la police et leur a dit que j'étais folle. Je me suis tourné vers Mathieu, il avait l'air acculé. Son masque lisse et confiant glissait, révélant la panique d'un parasite perdant son hôte. Tu mens, a-t-il craché. Elle trafique les papiers. Elle. C'est fini, Mathieu, ai-je dit, ma voix redevenant d'un calme mortel. J'ai les alertes de fraude. J'ai le rapport de police de jeudi. Et maintenant j'ai des témoins. J'ai désigné le concierge et les voisins. Si vous ne quittez pas cet immeuble dans 30 secondes, je vous ferai arrêter pour harcèlement et intrusion, et je vous poursuivrai pour les 64 000 € que vous m'avez volés. J'ai les reçus pour chaque centime. Mathieu a regardé Guillaume. Papa, dis-lui de se taire. Dis-lui qu'elle est folle. Guillaume a regardé les papiers sur la table. Il a regardé l'encre rouge en gras où j'avais encerclé les dettes de jeu et les courses au magasin d'alcool.
Il a regardé son fils. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père regarder Mathieu non pas avec fierté, mais avec dégoût. Tu as dit que tu avais payé le dîner, a murmuré Guillaume. Je veux dire, j'ai géré les fonds. C'est le même pot familial, a balbutié Mathieu. C'était son pot, a dit Guillaume, sa voix s'élevant. C'était son argent. Papa, allez, a ricané Mathieu. Elle nous doit. Nous l'avons élevé. Sortez, ai-je dit. Mathieu s'est approché de moi, la main levée comme pour me pointer du doigt. Kevin, le gardien de sécurité, est sorti de derrière son comptoir. Il n'était pas grand, mais il avait une radio et une expression très sérieuse. Monsieur, je dois vous demander de quitter la propriété immédiatement. La police est en route. Mathieu a regardé le gardien, puis moi, puis nos parents. Il a ricané, avec un regard de haine pure et non filtré. Très bien, garde ton argent. Tu vas mourir seule, Élise. Personne ne t'aime. Nous ne t'avons toléré que parce que tu payais. La vérité a plané dans l'air, toxique et indéniable. Il avait enfin dit à voix haute ce qui était tu. Valérie laissa échapper un halètement aigu, sa main se portant à sa bouche. Partez, ai-je murmuré. Mathieu est sorti en trombe, les portes vitrées se refermant violemment derrière lui. Je suis restée là, tremblante, l'adrénaline inondant mon système. J'ai regardé mes parents. Ils se tenaient au milieu des débris du mensonge qu'ils avaient vécu pendant une décennie. L'enfant prodige s'était révélé n'être que du laiton. Élise, sanglota Valérie, tendant la main vers moi. Non, ai-je dit, reculant. Vous devez partir aussi. Mais comment rentrons-nous à la maison, a demandé Guillaume, l'air perdu. Mathieu conduisait. Je ne sais pas, ai-je dit, leur tournant le dos et me dirigeant vers l'ascenseur. Débrouillez-vous. Les conséquences ont été lentes, douloureuses et nécessaires. Comme la pose d'une attelle sur un os cassé, cela devait faire mal avant de pouvoir guérir. Je ne les ai pas vus pendant 3 semaines. Pendant ce temps, le silence dans ma vie a changé. Ce n'était plus le silence lourd et solitaire de mon anniversaire. C'était le silence paisible et productif d'un sanctuaire. Je dormais 8 heures par nuit. Je me concentrais au travail. J'ai recommencé à peindre, un hobby que j'avais abandonné il y a des années parce que les matériaux étaient trop chers quand je finançais 3 autres adultes. Mathieu a bien sûr essayé de revenir. Il a envoyé des emails depuis des ordinateurs de bibliothèque. Il a envoyé de longs manifestes décousus sur le karma et les sœurs ingrates. J'ai transmis chacun d'eux à l'agent de police qui avait effectué la vérification de bien-être, les ajoutant au dossier. Finalement, la réalité de sa situation l'a rattrapé. Sans mes subventions et avec les comptes de maman et papa bloqués, son style de vie s'est évaporé. J'ai appris par un cousin qu'il avait dû vendre son équipement de jeu, puis sa voiture. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il travaillait à temps partiel dans un entrepôt, vivant dans un studio à quelques villes de là parce que mes parents lui avaient enfin, miraculeusement, dit qu'il ne pouvait pas vivre dans le sous-sol s'il ne contribuait pas. La confrontation dans le hall avait brisé quelque chose chez Valérie et Guillaume. Cela avait brisé l'illusion. Ils ne pouvaient pas oublier ce que Mathieu m'avait dit, nous ne t'avons toléré que parce que tu payais. Un mardi soir, exactement un mois après l'incident du hall, l'interphone a sonné. J'ai regardé le moniteur. C'était Valérie. Elle était seule. Elle ne tenait pas de mouchoir. Elle tenait une boîte Tupperware. J'ai hésité. Mon doigt planait au-dessus du bouton de déverrouillage. Je n'avais pas besoin de la laisser monter. Je n'avais plus jamais besoin de quoi que ce soit d'eux. J'étais libre. Mais j'ai appuyé sur le bouton. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Plus âgée. Le stress du dernier mois avait creusé de profondes rides sur son visage. Elle se tenait dans le couloir, serrant la boîte en plastique comme une bouée de sauvetage. J'ai fait des lasagnes, a-t-elle dit doucement. Végétarienne, comme tu les aimes, avec des épinards. J'ai regardé la boîte. Je n'ai pas besoin de nourriture, maman. Je sais, a-t-elle dit. Elle a baissé les yeux sur ses chaussures. Je sais que tu n'as besoin de rien de nous. C'est ce que j'ai finalement réalisé. Elle a pris une respiration, levant les yeux vers moi avec des yeux larmoyants. Je suis allé à la banque.
Élise, je leur ai fait imprimer tout pour les 5 dernières années. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Et j'ai vomi, a-t-elle dit sans détour. Je me suis assise sur le parking et j'ai vomi. J'ai vu les transferts. J'ai vu les dates. J'ai vu les moments où tu m'as dit que tu mangeais du riz et des haricots pour économiser de l'argent. Et la même semaine, Mathieu a dépensé 300 € en basket. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas les plaintes théâtrales du hall. C'était un pleur silencieux et honteux. Nous l'avons laissé faire, a-t-elle murmuré. Nous aimions qu'il soit à la maison. Nous aimions qu'il soit amusant et nous t'avons juste utilisé. Nous t'avons utilisé, Élise, parce que tu étais la plus forte, parce que tu ne disais jamais non. Nous t'avons puni d'être responsable. Elle a posé les lasagnes sur la petite table près de mon entrée. Je l'ai mis à la porte, a-t-elle dit. Il est parti. Papa a changé les serrures hier. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Le pardon est un paysage qu'il faut traverser, pas une porte que l'on franchit. Mais c'était une validation. C'était la vérité. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé le jour de mon anniversaire, ai-je demandé. La question qui avait tout déclenché. Valérie a tressailli. Mathieu a dit que tu travaillais. Il a dit qu'il t'avait envoyé un message et que tu avais dit que tu étais trop occupé pour nous. Il a dit, sortons juste. Elle ne veut pas être dérangée. Et tu l'as cru? C'était plus facile de le croire, a-t-elle admis, sa voix brisée. Parce que si nous le croyions, nous n'avions pas à nous sentir coupables de nous amuser sans toi. Elle m'a regardé, ses yeux implorants. Je suis tellement désolé, Élise. Je ne m'attends pas à ce que tu rouvres les comptes. Je ne veux pas de ton argent. Papa a trouvé un travail à temps partiel à la quincaillerie. Nous allons nous débrouiller. Je voulais juste que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait. J'ai regardé cette femme qui m'avait si profondément déçu, mais qui se tenait maintenant dans mon couloir, délestée de ses illusions, essayant de me donner des lasagnes. Je ne l'ai pas serrée dans les bras. Je n'étais pas prête pour ça. Les cicatrices étaient trop fraîches. Merci pour les lasagnes, ai-je dit doucement. Valérie a hoché la tête, essuyant son visage. D'accord, elle a reculé. Joyeux anniversaire, Élise. Je sais que c'est tard, mais joyeux anniversaire. Bonne nuit, maman, ai-je dit. Elle est montée dans l'ascenseur et est partie. J'ai emmené les lasagnes dans ma cuisine. Je me suis assise sur mon îlot, seul dans l'appartement calme. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas regardé mon téléphone. J'ai alors réalisé que je n'avais pas perdu ma famille. J'avais perdu les parasites. Ce qui restait, mes parents, aussi imparfaits et brisés qu'ils fussent, étaient quelque chose de réel. Nous recommencions à zéro. Pas d'argent, pas de transaction, juste la vérité. J'ai pris une bouchée des lasagnes. C'était froid, mais cela avait meilleur goût que ce cupcake n'en avait jamais eu. J'avais 30 ans. Mon compte bancaire était plein. Mon appartement était paisible. Et pour la première fois, je n'attendais pas que le téléphone sonne. Je vivais, tout simplement.